Chers amis, bonjour. Lors de notre précédente rencontre, pour mes vœux du Nouvel An, je vous ai proposé l'Apocalypse de Saint Jean. Pour compenser en quelque sorte l'atmosphère assez pesante de ce texte fort et superbe, et nous permettre de sourire un peu, je vais vous parler aujourd'hui de l'origine de l'homme. L'origine de l'homme à travers la vision d'un esprit supérieur, complètement loufoque, une sorte de fou génial qui nous révéla au début du siècle dernier que l'homme descendait de la grenouille. Ce personnage singulier fut découvert par Jules Romain, le célèbre auteur de Knock. Bienvenue dans le monde abracadabrantesque du prince des penseurs, Jean-Pierre Brisset. Jules Romain, écrivain appartenant à la première génération des grands auteurs du XXe siècle, héritier direct de la tradition romanesque française qui vient de Balzac et de Zola, est une personnalité littéraire et mondaine de premier plan dans les années 1920. Né en 1885 à Saint-Julien-Chapteuil, en Haute-Loire, c'est un écrivain prolifique qui publia des romans, des poésies, du théâtre, dont le célébrissime Knock en 1923, qui l'imposera définitivement. Le futur auteur du roman cyclique Les hommes de bonne volonté s'efforçait surtout d'exprimer dans ses ouvrages la vie unanime et collective, l'âme mystérieuse des groupes humains. Cette théorie de l'unanime, il tentera même de l'élever au-dessus de la doctrine littéraire. En 1909, tout jeune agrégé de 24 ans, il est professeur de philosophie et on le connaît à Saint-Julien-Chapteuil et à Laon, où il réside sous le nom de Louis Farigoule. À Paris, en revanche, il préfère être reconnu sous un autre pseudonyme qu'il s'est choisi, Jules Romain, son nom de plume. Et il s'est déjà fait connaître des milieux littéraires dans la vie unanime. Dans la capitale, il rencontre André Gide, Paul Fort, Apollinaire, Marc Jacob et Picasso. Dès qu'il le peut, il quitte Laon, où il réside, et vient à Paris. Lors d'un long et fastidieux voyage en train, il écrit Les Copains, l'ouvrage qui le rendra populaire. Ce jour de 1912, il trouve dans son courrier à Laon un paquet contenant 2 livres brochés édités à compte d'auteur. Le premier date de 1890 et est intitulé « Le mystère de Dieu est accompli ». Le second, tout fraîchement sorti des presses, « Les origines humaines ». Le nom de l'auteur, Jean-Pierre Brisset, lui est inconnu. Toutefois, dans la petite lettre qui les accompagne, il se présente comme un ancien sous-officier qui s'est illustré à Sébastopol et pendant la guerre de 1870 et fut ensuite maître nageur à Marseille, ville dans laquelle il réalisa une invention révolutionnaire. Il a été également commissaire de surveillance administrative des chemins de fer à la gare de Saint-Serge-d'Angers, Maine-et-Loire, et il est aujourd'hui à la retraite. Mais il poursuit ses recherches dans tous les domaines, car il est aussi grammairien et enseigna les langues à Paris, et il est également philosophe. Voilà de quoi éveiller la curiosité de Jules Romain, qui n'était pas d'ailleurs au bout de ses surprises. 60 ans plus tard, il racontera dans Amitiés et rencontres
Je me plongeai dans la lecture de 2 volumes et m'aperçus rapidement que j'avais affaire à un fou. Un fou très logique, plein d'un certain genre d'érudition, mais un fou. Ce détail n'était pas pour me déplaire, loin de là. Normalement, après m'être amusé pendant un moment, j'aurais dû hausser les épaules et en rester là. Mais il faut croire que j'étais dans des dispositions d'esprit particulières, et je ne tardais pas à entrevoir, d'une façon encore tâtonnante, ce que l'on pourrait tirer de cette manne providentielle qui me tombait du ciel. Il commença alors sa petite enquête et décida d'écrire à ce monsieur au numéro 19 de la rue Saint-Lazare à Angers. Qui est vraiment ce Jean-Pierre Brisset, maître nageur à Marseille, inventeur et philosophe dont vous n'avez sans doute, vous non plus, jamais entendu parler? Il naquit dans le verdoyant département de l'Orne, cette région que l'on appelle alors la Suisse normande, le 30 octobre 1837. C'est un garçon très intelligent, à l'esprit inventif, qui dévore tous les livres qui lui tombent sous la main. Mais ses parents ne peuvent pas lui payer des études, et à l'âge de 12 ans, il doit quitter l'école pour le travail des champs. Il devient journalier, comme ses parents, et, selon ses besoins, se déplace de ferme en ferme. Puis, un jour, il part à Paris, où il pense avoir trouvé sa voie en devenant pâtissier. Boulevard Bonne Nouvelle. Mais une crise céréalière grave et de pénibles conditions de travail ont très vite raison de sa vocation pâtissière. Et il s'engage dans l'armée, au moment où la France envoie du renfort en Crimée devant Sébastopol assiégé. Il a tout juste 17 ans. De taille moyenne, autour d'1,60 m, le visage ovale, les yeux bruns, le nez large, les cheveux et les sourcils bruns, il n'est ni beau, ni laid. Il n'a aucun signe particulier. En définitive, c'est un garçon comme les autres. Si ce n'est qu'il est sérieux et grave pour son âge et semble toujours plongé dans ses pensées. Il fait la campagne d'Italie en juin 1859 et se bat dans les champs vers Magenta, une bataille victorieuse mais particulièrement meurtrière. C'est le spectacle atroce des morts et des blessés de Sébastopol qui incitera un témoin, le Suisse Henri Dunant, à fonder la Croix-Rouge. Blessé à la jambe, Brisset est fait prisonnier. Et quand il pourra regagner la France, on lui remettra la médaille militaire. En 1869, il est sous-lieutenant. Il est toujours célibataire, mais il a grandi et atteint maintenant le mètre 70. Très apprécié par ses supérieurs pour son zèle, son exactitude et son dévouement, on lui prédit une brillante carrière dans l'armée. En 1870, il participe avec vaillance aux épouvantables combats de la guerre franco-prussienne, tout en rédigeant son tout premier ouvrage, La natation ou l'art de nager. Un opuscule de 35 pages comporta 5 gravures en creux qui paraît aux éditions Garnier Frères à Paris et chez Mérat à Lyon. C'est alors que le général Randon, ministre de la guerre, peut-être après avoir lu l'art de nager, mais surtout le volumineux traité de natation du général de Courtigis, ordonne la création d'écoles de natation au sein de l'armée, afin de combler une lacune regrettable dans l'éducation des troupes. La désastreuse défaite de Sedan, au cours de laquelle Napoléon III est capturé, met un terme au combat en septembre 1870, précipite la chute du Second Empire et conduit à l'instauration de la République. Brisset est blessé à Sedan
et fait prisonnier en Allemagne pendant 1 an. Lorsqu'il rentre en France, en 1871, il est suspecté de sympathie pour la Commune. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il demande un congé et fait part de son souhait de démissionner de l'armée. Puis, il s'installe à Marseille à la fin du mois d'avril 1871 et devient maître nageur. Dans la cité phocéenne, il loue un modeste appartement au numéro 24 de la rue Sylvabelle, non loin de la préfecture et du palais de justice. Et c'est là qu'il va commencer à donner des cours de natation. Marseille compte alors près de 300 000 habitants. Sa population se remet tant bien que mal de la répression sanglante de la commune de Marseille par le général Espivon de la Villeboinay. Le 4 avril, avec une violence inouïe, ce matamor, qui n'a jamais vu un Prussien de près et déteste Marseille, fit bombarder la ville du haut de la colline de Notre-Dame de la Garde, devenue Notre-Dame de la Bombarde. Le bilan humain sera lourd, près de 200 morts et 80 blessés. En novembre de la même année, dans les jardins du Palais du Pharaon, le leader de la commune, Gaston Crémieux, l'avocat des pauvres, très estimé par l'ensemble de la population et même par ses adversaires politiques les plus acharnés, sera condamné à mort et froidement fusillé. Les Marseillais supportent mal le régime de l'état de siège qui sera maintenu jusqu'en 1886, mais tentent de vivre le plus normalement possible. Jean-Pierre Brisset est déterminé. Il ne se laisse pas détourner de son objectif par la situation politique et la morosité ambiante. Il veut réaliser à Marseille et au bord de la Méditerranée la première partie de son grand œuvre, améliorer sa méthode de natation et surtout l'expérimenter. Ce lundi matin, le soleil n'est pas encore levé sur la cité phocéenne, mais Jean-Pierre Brisset, dans son petit 3 pièces de la rue Sylvabelle, est debout depuis plus d'1 heure et il semble anxieux. Il a boutonné soigneusement sa redingote, comme il le fera toute sa vie lorsqu'il voudra se donner de l'importance, ajusté son gilet, resserré sa cravate, et il attend les yeux fixés sur la porte d'entrée. La petite pièce dans laquelle il se trouve est parée, toute blanche, comme un écrin de bijoux. Dans la pièce adjacente, par la porte restée ouverte, on aperçoit son lit, fait soigneusement et recouvert d'un édredon vert garni de dentelle. De gros bouquets de roses blanches ornent une petite table et garnissent la cheminée. 4 ou 5 chaises sont alignées comme à la parade contre le mur. Sur chacune, un exemplaire de l'art de nager. Au pied de chaque chaise, une serviette dépliée sur le sol. Une lampe est allumée, car il fait encore sombre. Les heures passent. Le soleil est à son zénith, puis peu à peu décline et disparaît. Personne ne s'est présenté à son domicile. Il a pourtant bien fixé devant sa porte une belle plaque de cuivre portant l'inscription « Jean-Pierre Brisset, maître nageur ». Les jours suivants, toujours aucune visite. Mais il n'en reste pas moins fermement posté devant sa porte, pensant à peine à manger de temps en temps un morceau de brioche trempé dans son café. La semaine suivante, il décide toutefois de s'octroyer une journée entière pour sortir, parcourir la ville et visiter les principales églises et monuments. Il s'arrête longuement devant les navires qui se prélassent au ras des quais
et des étals de coquillages, et écoute avec ravissement les merveilleux commérages et les exclamations pittoresques des marchandes de poissons. George Sand, son auteur de prédilection, a bien raison. C'est une ville magnifique. Mais c'est alors une ville meurtrie et en état de choc. Brisset est impressionné par les deux forts qui encadrent l'entrée du Vieux-Port, les Bastides du Roi Soleil, comme on continue alors à les appeler, car c'est Louis XIV qui les fit édifier pour surveiller la ville rebelle, plus pour la surveiller d'ailleurs que pour la protéger. Autour du fort Saint-Nicolas cheminent de nombreux soldats à cheval qui semblent nerveux. Comme il s'interroge sur cette effervescence, on lui apprend qu'une partie des insurgés de la commune y ont été emprisonnés. D'autres ont été incarcérés au château d'If. La ville porte encore les stigmates des violents bombardements. Rue Paradis, une maison est en ruine, et de ses fenêtres démolies, on peut voir les meubles brisés. À l'angle de la rue Arménie et de la rue Paradis, la grande pharmacie Sponfoni, très endommagée, vient pourtant de rouvrir, de même que plusieurs cafés et restaurants. La vie a repris son cours, presque normal, mais l'ambiance est morose, et chacun a encore dans la tête les images terribles de la répression sanglante contre la ville et sa population, sans distinction, il y a à peine un mois. Toutes les réunions publiques ou les attroupements de plus de 3 personnes sont interdits. La presse est bâillonnée. Les Marseillais semblent tout juste se réveiller après une gueule de bois. Le contexte n'est donc vraiment pas favorable au projet de Brisset, mais il en est persuadé, les choses vont changer très vite. Tous les ingrédients sont présents pour que Marseille retrouve son visage joyeux et lumineux. Et bientôt, il en est convaincu, on se bousculera chez lui pour apprendre à nager selon sa méthode révolutionnaire et adaptée à tous. Il reprend donc les jours suivants sa posture, assis devant sa porte. Puis, quand vient le dimanche, il pousse un soupir d'aise, met son chapeau melon et sort enfin de son antre. Sa promenade favorite est le jardin zoologique de Marseille, qui avait ouvert ses portes en 1855 et occupait alors un peu plus de 3 hectares à l'est du plateau Longchamp. Il faut savoir que Marseille fut la première ville de province à posséder un zoo. L'engouement du public, dès les premiers jours de l'ouverture de la Société zoologique de Marseille, qui s'était constituée un an plus tôt en s'intégrant habilement dans le cadre des grandes réalisations du Second Empire, est considérable. La Société zoologique augmenta sensiblement sa superficie, qui passa en 1857 à près de 5 hectares, en 2 parties séparées en contrebas par le boulevard de l'Aqueduc, futur boulevard Cassinat, la construction d'un pont assurant un lien entre elles. Pour la petite histoire, la solidité de ce pont fut mise en doute par quelques-uns, mais lorsqu'un cornac réussira, non sans peine et sans appréhension, à le faire franchir par un éléphant afin que celui-ci gagne le palais oriental élevé à son intention, les Marseillais se sentent rassurés. La Société zoologique de Marseille rencontra néanmoins quelques difficultés financières en 1865 et dut vendre la totalité de l'affaire, animaux compris, à la ville de Marseille. Jean-Pierre Brisset était surtout passionné par les singes, si proches des hommes dans leur comportement et leur sensibilité, et dont Darwin et les naturalistes affirmaient que nous descendions. Mais plus encore que l'aspect ou l'attitude des animaux, ce qu'il aimait surtout, c'était d'écouter leurs cris.
Il considérait déjà à cette époque que toutes les langues ont leur origine dans les cris presque animaux des premiers jours. Aucune parole ne s'est perdue qui ne puisse être retrouvée. Les langues humaines constituent des familles, mais il n'y a pas de langue mère. Il y a des langues artificielles qui n'ont jamais été parlées par aucun peuple. Le sanskrit, le latin, langue désastreuse pour l'esprit humain, pense-t-il. La langue du premier jour, on la retrouve dans les cris de tous ces animaux qui peuplent le zoo de Marseille. Avec un peu de réflexion et de patience, on peut rédiger un dictionnaire analytique complet et Brisset d'écouter avec la plus grande attention les principaux cris. C'est au jardin zoologique, devant la cage d'un énorme lion au rugissement envoûtant, que Jean-Pierre Brisset rencontra, la première fois, un certain Camille Mordu, instituteur marseillais d'une quarantaine d'années qui enseignait à l'école communale de la rue Sainte-Barbe. Des liens d'amitié se noueront entre les deux hommes et jusqu'en août 1914, année du décès de Camille Mordu, ils s'écriront régulièrement et nous verrons que quelques lettres nous sont parvenues. Camille Mordu défendait ardemment l'école publique, dont il s'enorgueillissait d'être l'un de ses modestes représentants dans la cité phocéenne. Il faut préciser que depuis la loi Fallou du 15 mars 1850, qui prônait la liberté de l'enseignement, le secteur public revenait aux communes, aux départements et à l'État. Le secteur libre, aux particuliers, aux associations et majoritairement à l'Église catholique. Marseille, la très catholique, était très attachée à l'enseignement religieux et donc au secteur libre. Mais en 1867, la loi Victor Dupuy développa la gratuité scolaire et accorda aux instituteurs laïcs des prérogatives sur le public. Elle mit aussi en place un examen qui deviendra plus tard le certificat d'études primaires. Et de plus en plus nombreux, les Marseillais choisirent pour leurs enfants l'école publique. Lors de leur seconde rencontre, toujours au jardin zoologique, les deux hommes examinèrent la situation politique à Marseille. Tous deux républicains, ils pensaient que le temps était à la réconciliation générale, mais le chemin était encore long après tous ces excès de violence de part et d'autre. Puis, Camille Mordu, exubérant et volubile, en bon marseillais, commença à évoquer sa profession. Il était intarissable lorsqu'il commençait à parler de son métier d'instituteur et de ses méthodes d'enseignement, et Jean-Pierre Brisset l'écoutait plutôt distraitement, tout en opinant du chef à intervalles réguliers. L'instituteur marseillais, dans son école, privilégiait une discipline toute nouvelle, la leçon de choses, expression popularisée par la pédagogue féministe Marie-Pape Carpentier, qui abordait aussi bien les procédés de fabrication du pain que celui du vin, du nylon, le célèbre haricot germant dans son coton humide, la manière de faire du charbon de bois, ou la métamorphose du tétard en grenouille. Quand Mordu évoqua cette métamorphose, Jean-Pierre dressa aussitôt l'oreille. Ce sujet l'intéressait particulièrement. On verra que la grenouille occupera une place prépondérante dans sa vie. Initiative alors peu courante à l'époque, Camille Mordu amenait régulièrement ses élèves en balade dans la campagne provençale pour les initier à la botanique et les aider à découvrir et à comprendre la nature. Jean-Pierre Brisset lui dit alors qu'il était persuadé, lui aussi, que les enfants, dès leur plus jeune âge, devaient être initiés à celle-ci,
à l'escalade en montagne et à la nage dans les rivières et en mer. Et c'est alors qu'il se présenta. Jean-Pierre Brisset, maître nageur, en lui tendant une feuille d'un journal sur lequel on pouvait lire l'ouverture de son école de natation rue Sylvabelle. L'instituteur parut extrêmement surpris, mais lui assura de son soutien. Il n'osa pas lui faire observer qu'à Marseille, sans même avoir appris à nager, la plupart des gosses se précipitaient dans l'eau sans appréhension dès les premiers rayons de l'été, aux pierres plates ou autour du fort Saint-Jean, et qu'ils nageaient aussi naturellement qu'ils ne marchaient. En fait, à Marseille, depuis des temps immémoriaux, les ressources providentielles de la mer attiraient baigneuses et baigneurs pour de libres ébats, sans caleçon ou sans voile quelconque, à la mode marseillaise. En 1805, Stendhal suivit à Marseille la belle tragédienne Mélanie Gilbert, qui avait décroché un contrat au Grand Théâtre et rapportera les exploits naturistes de sa bien-aimée dans un charmant ruisseau qui s'appelait l'Uvonne. Dès 1827, le docteur Robert, médecin inspecteur des bains de mer et spécialiste des vertus caritatives de l'eau, écrivait dans son manuel des bains de mer sur le littoral de Marseille: un soleil, un ciel, une mer, un sol aussi beau que ceux de Provence sont des bienfaits dont un habitant du Midi doit être jaloux. Mais ce n'est que sous la Restauration, autour de 1820, que le docteur Giraudy de Boyon, s'appuyant sur la médecine, inaugura à Arinques la mode chic des bains de mer qui étaient jusque-là dédaignés par la bourgeoisie. En fait, c'est seulement sous le Second Empire que les bains de mer commencèrent à connaître un essor foudroyant. Une foule d'établissements mixtes, mais à bassins séparés selon le sexe, rivalisèrent avec des ambitions mondaines, voire même touristiques. Les bains de mer des Catalans, les bains Isnardon, les bains Monnier à la plage du Prado, ou encore ceux du Rocas-Blanc, particulièrement sélects. Marseille était même sur le point de devenir, avant que n'éclate la guerre de 1870, la première grande station balnéaire de la côte méditerranéenne. Ce mouvement était soutenu depuis la monarchie de Juillet par la création de véritables écoles de natation. On n'avait donc pas attendu Brisset. En vérité, il faut bien le dire, ce n'est que 30 ans plus tard qu'apparut la natation en tant que compétition sportive dans les premières courses officielles aux Catalans organisées par le Soleil du Midi. Par ailleurs, pour être honnête, la natation enseignée par Brisset s'apparentait plus à de la gymnastique hygiénique, puisque l'eau n'était pas nécessaire et qu'elle était enseignée en appartement. Il s'agissait pour lui de faire apprendre à terre les mouvements de la locomotion dans l'eau. En effet, comme il l'expliquait gravement, la plus grande cause que peu d'adultes apprennent à nager vient de ce que l'on veut leur donner des leçons dans l'eau. Et il rajoutait: on doit absolument savoir nager avant d'aller à l'eau. L'idée d'apprendre les mouvements de la natation avant d'aller à l'eau n'était pas vraiment nouvelle. Mais jusqu'à présent, on avait fait exécuter des mouvements debout ou sur le ventre. Pour Brisset, les exercices devaient se faire exclusivement sur le dos, soit dans son jardin, sur le gazon, soit à même le sol, ou sur un lit. C'est la raison pour laquelle, dans son petit appartement, il avait étendu sur le sol des tapis moelleux pour ses élèves. Selon lui, pour pratiquer la natation, on pouvait se heurter à deux difficultés
à surmonter à la fois la crainte de l'eau, avec laquelle on n'est pas forcément familiarisé lorsque l'on n'est pas natif des bords de la Méditerranée ou de l'océan, et l'action des bras et des jambes qu'il faut diriger dans certaines conditions fort différentes de celles de la locomotion à terre. La nouveauté de sa méthode consistait donc en l'acquisition des mouvements à sec et sur le dos. Elle s'inspirait en fait d'un petit ouvrage d'un certain capitaine, champion de gymnastique, Charles-Henri Louis d'Argy, intitulé Instructions pratiques pour l'enseignement élémentaire de la natation dans l'armée, paru à Paris en 1851. Pour le capitaine d'Argy, il s'agissait d'apprendre les rudiments de la natation à ces hommes, dont beaucoup étaient des montagnards, qui de leur vie n'avaient jamais pris un bain dans quelque trou d'eau que ce soit. Jean-Pierre Brisset s'efforçait de démontrer, dans l'art de nager, que la natation devait être le fruit d'un travail opiniâtre de réflexion pour adopter les attitudes et les positions nécessaires, et que la natation était un art. Il passait d'abord en revue les différentes nages pratiquées. Nage en triton, nage assis, nage sur le dos, nage à coups de pied et de poing, idéal pour traverser une rivière couverte de peu d'épaisseur de glace. Le champion américain de natation, Johnny Weissmuller, qui deviendra le fameux Tarzan au cinéma, choisira pour sa part la coupe, devenue le crawl, et, s'inspirant de l'art de nager de Brisset, écrira L'art de nager le crawl, publié en 1931. Mais de toutes les nages, celle que Brisset privilégiait, car elle lui semblait la plus appropriée au mouvement naturel de l'homme, était la brasse, ou nage à la grenouille. Pour nager en grenouille, écrit Brisset, les bras doivent être pliés, les mains bien tendues, paumes tournées vers le fond de l'eau, et rapprochées l'une de l'autre, de sorte que les deux pouces se touchent exactement par le bout. Les coudes doivent être au niveau des épaules et des mains au niveau des coudes. Elles doivent en outre toucher le corps de manière que la main droite forme en dehors un angle rentrant d'environ 145 degrés avec l'avant-bras droit, ainsi réciproquement. Dans cette position, étendez-vous avec lenteur sur le ventre. Et lorsque vous serez couché, rapprochez de vos fesses vos talons en tâchant qu'ils se touchent. Éloignez vos genoux l'un de l'autre le plus que vous pourrez. Chassez vigoureusement de la plante des pieds l'eau qui se trouvera dans leur direction. N'oubliez surtout pas que tous les mouvements doivent être simultanés. Cette nage, Brisset la recommande pour atteindre à l'état originel. Les mouvements pratiqués sont les plus rationnels et les plus praticables par tous, car chacun les porte sans le savoir avec soi, survivance de l'être d'un inconscient biologique. Ils nous permettront peu à peu, par la répétition, de retrouver en nous l'ancêtre oublié. En attendant de le retrouver, on ne se bouscule toujours pas à la porte de notre maître nageur aux méthodes révolutionnaires. Mais il en faudrait plus pour décourager Brisset. Et le soir venu, il colle désormais des affichettes sur les murs de la ville, présentant sommairement sa méthode et indiquant son adresse et le tarif, modique, de ses cours. Il semblerait qu'enfin, au bout de quelques semaines, une ou deux personnes se présentèrent à sa porte. On imagine sa joie. La première
est une vieille femme qui semble avoir perdu légèrement la tête. Mais peu importe, elle est pleine d'énergie. Mais la malheureuse ne tiendra que 2 jours. La seconde est un neveu de Camille Mordu, qui avait depuis toujours la phobie des bains de mer et entendait vaincre celle-ci. Brisset le rassure aussitôt. Toutefois, une fois enregistrés dans sa tête tous les mouvements de la nage et les avoir longuement travaillés, il lui faudra bien se lancer, car il ne faut pas oublier tout de même que la natation se pratique dans l'eau. Pour cette ultime étape, Brisset pense que le nageur, en l'occurrence son unique élève, doit être aidé matériellement. C'est alors qu'il imagina une ceinture caleçon aérifère de natation à double réservoir compensateur, à l'usage des 2 sexes. Il y pensait déjà depuis quelque temps. Après plusieurs essais, il dépose un brevet d'invention le 24 mai 1871 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui est inscrit sous le numéro 91 825. Dans sa présentation, accompagnée de plusieurs dessins et schémas très précis, il écrit: la ceinture caleçon aérifère de natation à double réservoir compensateur, ce qui renforce la sécurité du dispositif, se compose d'un caleçon de bain, d'une toile quelconque, auquel est ajoutée une ceinture de la même toile, formant avec le caleçon un seul objet. Au centre de cette ceinture se trouve une double toile formant un sac destiné à recevoir des réservoirs d'air. Il s'ouvre au-dessous au moyen d'une fente horizontale. Cette ouverture se ferme par 3 petites attaches. 4 cordons compresseurs en achèvent la fermeture et ont aussi pour but de rétrécir ou augmenter à volonté le volume du sac au réservoir et de presser légèrement ces derniers pour bien les maintenir en place. La ceinture caleçon se place comme un caleçon ordinaire et se ferme soit par devant, soit par derrière. Les réservoirs étant vides ou enlevés, on peut rabattre la ceinture intérieurement et il reste alors un caleçon de bain ordinaire. Les réservoirs d'air, au nombre de 2 par ceinture, sont faits avec des vessies nettoyées et préparées. Ils sont fermés au moyen d'un goulot en bois dur et d'un bouchon en bois tendre. Cette fermeture permet de les vider et de les remplir facilement et rapidement. En fait, la ceinture caleçon remplace chez l'homme cette vessie natatoire dont les poissons disposent naturellement et lui permet de flotter entre 2 eaux sans souci. À la fin de sa présentation, Brisset précise l'objectif de son invention. Le but de cette ceinture est de faciliter aux élèves l'étude de la natation, d'en rendre l'exercice sans danger et sans fatigue aux nageurs, d'offrir une planche de salut aux naufragés. Sa simplicité permet de la mettre à la portée de toutes les bourses. Et il conclut ainsi. Depuis 1 an que l'inventeur travaille à cette ceinture et qu'il en a fait usage lui-même ou sur ses élèves, il en a toujours constaté les avantages et l'agrément. Il pense être arrivé à la presque perfection, car il est clair que cette ceinture est susceptible de beaucoup de modifications. Fait à Marseille le 24 mai 1871. 2 jours plus tard, il adresse au préfet des Bouches-du-Rhône, Oscar Salvetta,
des croquis de sa ceinture révolutionnaire qui, assure-t-il, fera bientôt la fierté de Marseille, puisque c'est à Marseille qu'elle aura été imaginée et expérimentée. Malheureusement pour lui, la ceinture qui devait apporter la gloire à Marseille est un magistral échec commercial. Il ne vendit que 3 ceintures. Mais Brisset n'est pas homme à baisser les bras. Convaincu de l'excellence de sa méthode, il demande au ministre de la Guerre, M. Ernest Cissé, qu'on fasse des essais à ses frais dans un régiment afin de convaincre les utilisateurs. Mais sa proposition n'est pas acceptée. Brisset, dépité, se dit sans protection et sans capitaux. En revanche, le ministre accepte sa démission, ce qui ne le réjouit plus, car il n'a pas fait fortune comme il espérait et commence à rencontrer des difficultés financières. Passionné par les langues étrangères, il obtient à Aix-en-Provence un brevet comprenant l'enseignement des langues allemandes et italiennes. Il revient alors vers l'armée où il sollicite un emploi dans l'armée territoriale, où il sera rapidement nommé capitaine au 32e régiment d'infanterie. Il quitte Marseille alors et il part pour l'Allemagne. Il revient en France en 1876 et arrive à Paris avec un nouveau grade d'officier supérieur. Mais il n'abandonne pas ses recherches pour autant. En novembre, il met au point une nouvelle invention qui va intéresser au plus haut point son ami marseillais. Il en est persuadé. Il s'agit d'une planchette calligraphique destinée à l'enseignement de l'écriture et du dessin. Et dans un courrier, il a lu décrit ainsi: l'invention consiste à graver légèrement sur des planchettes de bois tendre des lignes droites, ronds ou ovales, les caractères de l'écriture, des ébauches de dessin, etc. Ensuite, avec une des pointes d'un bâtonnet, simulant tout aussi bien un crayon qu'une plume, à parcourir l'enfoncement de ces lignes pour assouplir la main, délier les doigts, leur donner de la force et de la dextérité. Ces exercices forcent la main à prendre une position aisée et appropriée à l'écriture, à la mémoire, à retenir la forme des lettres et des lignes du dessin. Le 28 novembre, il dépose son second brevet, après la ceinture caleçon aérifère, qui est enregistré sous le numéro 115-713. Mordu lui répondit que son invention était certainement d'un grand intérêt pour les enfants, mais il passa rapidement à autre chose. Il lui rappela d'abord sa dernière lettre, dans laquelle il abordait le sujet de la musique et du chant et de la place que ces deux disciplines devaient occuper dans l'enseignement dès la primaire. Eh bien, il avait décidé de sa propre autorité d'emmener ses élèves les plus méritants à la fin de l'année scolaire au Grand Théâtre de Marseille pour voir la célèbre cantatrice Adelina Patti, qui avait triomphé sous le Second Empire dans Lucie de la Mermour et le Barbier de Séville. Lui-même, bien que féru de musique et d'opéra, venait de découvrir un instrument de musique qu'il ignorait presque totalement, ne se rendant que fort rarement dans les églises en instituteur laïque pur et dur. Cet instrument, c'était l'orgue. Ce fut lors d'un concert à l'église Saint-Féréol, où sa femme l'avait entraîné presque de force. À la fin de ce concert, il avait fait la connaissance d'un homme extraordinaire,
le professeur du jeune organiste qui avait enchanté le public. Cet homme, lui dit-il, s'appelle François Madère. Il est facteur d'orgue, d'origine polonaise, et s'est installé à Marseille en 1855, où il fonda une entreprise de fabrication et de rénovation d'orgues. François Madère, pendant 40 ans, fabriquera ou reconstruira 60 orgues de Saint-Trophime à Arles, de l'église Notre-Dame à La Ciotat, de la chapelle du lycée Notre-Dame de Sion et de Saint-Théodore, et l'orgue de chœur de Saint-Charles à Marseille. On peut dire qu'il régna en maître jusqu'à sa mort en 1898 sur le monde de l'orgue à Marseille. Ce Madère était sûrement un excellent organiste, mais, pensa Brisset, ne savait certainement pas nager, ou nager fort mal, comme la plupart des Polonais, et il lui adressa aussitôt gracieusement sa ceinture caleçon aérifère. On ne sait pas quelle fut la réaction de Madère et s'il apprécia ce singulier présent. En 1877, le président du Conseil, Jules Simon, s'oppose au maréchal de MacMahon, président de la République monarchiste, et démissionne avec éclat pour manifester contre le pouvoir personnel du maréchal et soutenir les lois libérales et la politique anticléricale des républicains. Un certain nombre d'officiers, dont Brisset, font alors une demande de démission. Elle est acceptée le 26 juin, et Brisset reprend son ancienne profession de professeur de langue vivante et il fait paraître à compte d'auteur la grammaire logique ou théorie d'une nouvelle analyse mathématique. Et il perfectionne sa tablette calligraphique. Puis, en juillet 1879, il devient commissaire de surveillance administrative des chemins de fer. Après des mois difficiles financièrement, il respire enfin. Et, tout en remplissant le mieux possible ses fonctions, il passe de nouveaux concours à Angers, où il est affecté gare Saint-Serge. Il perfectionne par ailleurs sa grammaire logique et en juin 1883, il publie une nouvelle édition et reçoit la révélation. La révélation qui sera le fondement de tous ses ouvrages et éclaire d'une lumière nouvelle ses précédents écrits. L'homme est né dans l'eau, son ancêtre est la grenouille, et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie. Extraite de sa grammaire logique, je me contenterai de citer 4 pensées. Quand on est mort, c'est pour longtemps. L'être suprême, c'est le soi-même, c'est le Dieu qui est en nous, qui parle et s'épanouit dans son royaume. Et, réflexion judicieuse qui lui viendra devant le penseur, la statue de Rodin, il n'est pas nécessaire d'être nu pour penser. Enfin, à propos des gens de plus en plus nombreux qui écrivent des choses inutiles et sans valeur, l'écrivain, que d'écrivains, l'écrivain, V-A-I-N, l'écrivain, que d'écrivains, V-A-I-N-S, que d'écrivains. Jean-Pierre Brisset savait pratiquer sur des centaines de pages et avec maestria l'art du calembour à répétition. Quelque temps après l'impression de ce livre, rapportera son auteur, alors que nous avions été si profondément émus et bouleversés, l'Esprit nous ramena à l'Évangile
et nous nous demandions un soir si par hasard il n'y avait point de rapport entre notre découverte et l'accomplissement des Écritures. À ce moment, à Angers, sur la place Hérault, nous sentîmes sur notre tête une chute qui nous arrêta un instant et nous pénétrait en s'incorporant à nous comme un homme jusqu'à l'extrémité de notre orteil gauche, et aussitôt une parole nous montant au cœur nous disait « Je suis Jésus, tu juges les vivants et les morts. » Cette voix ne s'est plus jamais fait entendre ainsi. Ce jour-là, Jésus en personne révéla donc à Brisset que le latin est un langage artificiel, qu'il n'y a pas eu de langue romane, et que le sanskrit, le zinde, l'hébreu, le grec et le latin sont d'infâmes argots, des langues artificielles inventées comme quelques volapucs. Libéré des langues mortes, il découvre alors les langues vivantes, celles qui sont apparues dès l'aube de l'humanité. Dans les marais Saint-Serge, non loin de la gare d'Angers, il décide un soir d'aller vérifier ce qu'il entend toutes les nuits, et ce qu'il constate, c'est que les grenouilles répètent inlassablement comme une litanie les origines batraciennes de l'homme. Les voies du Seigneur, jusque-là impénétrables, l'ont conduit ce soir-là dans l'étang reculé. L'étang reculé. L'étang ETANG, reculé. L'étang TEMPS, reculé. Des origines. La mare, la mer, la mer. Brisset ne sut plus alors retenir son émotion. Le sens de son tout premier texte, l'art de nager, composé 13 ans plus tôt, c'est clair. C'est à cette période de sa vie que Jean-Pierre Brisset se transforma en prophète et commença à enseigner à travers diverses conférences publiques sa conception de la vie et des origines de l'humanité. Il adressa également sa grammaire logique à celui qui écrivit de l'origine du langage en 1848, le grand Ernest Renan, avec cette préface remarquable. Offert par l'auteur à M. Renan, administrateur du Collège de France. Vous cherchez Dieu. Ce livre vous le montrera dans votre propre bouche. Si vous le reconnaissez, c'est lui qui vous récompensera. Je ne vois point de plus grande voix que la vôtre sur la terre pour le faire connaître, avec un profond sentiment de respect. Mais, à son grand désappointement, Brisset ne reçut même pas une réponse. Sans doute était-il trop en avance sur son temps. Il lui fallait encore attendre. S'il consacre à présent tout son temps de libre pour faire connaître ses idées et annoncer un monde nouveau, il n'en reste pas moins un excellent commissaire de surveillance administrative, loué par ses supérieurs de ses bons services. Il était fort bien noté et très apprécié. On signalait sa grande intelligence, son instruction, tout en notant toutefois le côté bizarre de son esprit. En 1889, les mêmes appréciations sont tenues, mais en insistant sur ses étranges théories et son comportement de plus en plus singulier. L'année suivante,
il est qualifié d'excellent commissaire qui touche depuis 2 ans une prime de gratification spéciale pour son travail remarquable. Mais on lui reproche d'occuper tous ses loisirs à une littérature qui n'est pas de nature à lui être profitable, et même d'être monomane. La monomanie étant une aliénation mentale dans laquelle une seule idée semble absorber toutes les facultés de l'intelligence. Un inspecteur général des ponts et chaussées signale par ailleurs au ministre des Travaux publics, Prosper Guyot, « L'état de santé de M. Brisset avait depuis quelque temps appelé mon attention. Aucune plainte n'était formulée par les divers chefs de ce fonctionnaire, dont le service reste irréprochable. Mais les bizarreries de son esprit paraissent prendre une forme plus tangible avec la publication d'un opuscule, Le mystère de Dieu est accompli, dans lequel l'auteur semble, pour le fond, hanté par des préoccupations qui se font jour sous une forme absolument inacceptable. En somme, aucune valeur scientifique. » En 1900, il fait distribuer à Paris, par des crieurs, une feuille au format d'un quotidien, La Grande Nouvelle, qui annonce la parution de la science de Dieu ou la création de l'homme. Au début de la Grande Nouvelle, il formule une loi linguistique qu'il qualifie de fondamentale. Toutes les idées que l'on peut exprimer avec un même son ou une suite de sons semblables ont une même origine et présentent entre elles un rapport certain, plus ou moins évident, de choses existant de tout temps ou ayant existé autrefois d'une manière confuse ou accidentelle. Il fait parvenir plusieurs exemplaires de la Grande Nouvelle à son ami Mordu, afin qu'il les fasse distribuer dans la cité phocéenne. Mais je n'ai trouvé aucune trace de ces feuilles à Marseille. En 1904, il prend sa retraite, à l'âge de 67 ans. Il va enfin pouvoir consacrer l'intégralité de son temps à son œuvre et rédige ses commentaires sur l'Apocalypse. Dans la capitale, on commence de plus en plus à parler de lui, mais les commentaires sont souvent bien désobligeants et l'affectent énormément. Le Petit Parisien, le plus fort tirage des journaux du monde, dans son édition de 29 juillet 1904, lui consacre sa première page, mais avec un article intitulé « Chez les fous ». Cet article commence ainsi. On a plus d'une fois signalé le troublant voisinage de la raison et de la folie. C'est à travers ce que l'on a appelé la littérature des fous que je voudrais conduire aujourd'hui les lecteurs du Petit Parisien. Ils y toucheront du doigt la fuyante différence qui sépare l'usage du raisonnement de son abus, le bon sens de la folie. L'auteur de l'article, Jean Frollo, alias Henri Barbus, décortique l'œuvre de Brisset dont il reconnaît son esprit très actif, mais agissant perpétuellement à faux. Il déploie, écrit-il, une admirable ingéniosité à commenter ces absurdités. Seulement, son point de départ est si notoirement absurde qu'il ne saurait faire illusion à qui que ce soit un seul instant. En 1906, Brisset publie La science de Dieu ou la création de l'homme et les prophéties accomplies, Daniel et l'Apocalypse, ouvrage destiné à faire connaître Dieu, ainsi que sa grande et majestueuse puissance, en continuant à affirmer la prééminence de la grenouille à l'origine de l'humanité et qui toujours
toujours nous habite. Il écrit notamment: une preuve que ces esprits d'ancêtres vivent un peu en nous, c'est que chacun se sent blessé dans le fond de son âme par l'abjection de son origine. Le Fils de Dieu n'est pas une grenouille. Quelle que soit l'origine du corps animal, il est homme, mais les esprits de grenouille sont restés. Brisset reste toujours étonnamment logique avec lui-même. En fin de compte, dans son esprit, la natation, comme la linguistique, mène à tout, même à Dieu. Dans les prophéties accomplies, comme avant lui Nostradamus citant l'année 1999, Brisset, prophète, annonce même une date. Nous savons que ce ne sera qu'en 1945 que l'ère de paix, de justice et de liberté sera véritablement commencée. Désormais, ces conférences publiques dans lesquelles l'orateur, que l'on appelle avec ironie le septième ange, répond à toutes les questions bibliques qui lui sont posées par écrit pour la modique somme de 50 centimes. 1 franc pour les places réservées. En 1907, il a une nouvelle révélation qui le plonge dans un ravissement extrême. Dans un nouveau livre intitulé « Les origines humaines », il analyse minutieusement toute la parole jusqu'en ses fondements les plus intimes et les plus évidents, non seulement pour le français, mais pour toutes les langues. Il existe dans la parole, affirme-t-il dans ce livre, de très nombreuses lois, inconnues jusqu'à aujourd'hui, dont la plus importante est qu'un son ou une suite de sons identiques, intelligibles et clairs, peuvent exprimer des choses différentes, par une modification dans la manière d'écrire ou de comprendre ces noms ou ces mots. Toutes les idées énoncées avec des sons semblables ont une même origine, qui se rapportent toutes, dans leur principe, à un même objet. Il adresse son ouvrage à tous les coins de la planète, à Rome, à Budapest, à Oxford, à Washington, et à Marseille, bien évidemment, au maire Aimable Chanot, et à l'évêque Monseigneur Andrieux. Chaque ministre de la République en reçoit un également, de même que les grandes bibliothèques parisiennes. Enfin, il apporte lui-même son livre au Collège de France, accompagné d'une carte postale portrait destinée au professeur Louis Havet, spécialiste de la philologie gréco-latine, en lui demandant la création d'une chaire des origines humaines. Nous en revenons enfin à cette année 1912 et à ce fameux jour où le jeune Jules Roumain trouve dans son courrier les 2 livres de Jean-Pierre Brisset et les lit en songeant à tout ce que l'on pourrait tirer de cette manne providentielle qui lui tombait du ciel. Tout d'abord, il décide bien évidemment d'écrire à Pierre Brisset pour lui dire combien il a été frappé par la lecture de ses ouvrages et le prie de les envoyer à un certain nombre de personnes dont il lui donne la liste. Ces personnes, ce sont celles qu'il fréquente depuis quelques années, les Amis de l'Abbaye, groupe fraternel d'artistes, peintres, écrivains, musiciens qui se réunit régulièrement. Parmi eux se trouvent Charles Villerac, Georges Duhamel, André Salmon,
Léon-Paul Fargue, pour ne citer que les plus connus. Au cours de l'une de ces réunions, autour d'un bon repas, dans un restaurant près du Palais Royal, les ouvrages de Brisset sont commentés allègrement. Chaque convive en a un dans sa main, et tous se divertissent de cette philosophie abracadabrantesque, pour reprendre un qualificatif d'un ancien président de la République. Une philosophie qui se tient bien, que fondée sur des calembours quelquefois un tantinet scabreux, et servie par un esprit assurément supérieur, mais complètement loufoque et perdu dans les nuages. Alors, à force de discuter, on en vint à parler de cette mode naissante qui consistait à attribuer des prix littéraires aux pompeux. Par exemple, le titre de prince des poètes. Jadis, il avait été obtenu par Stéphane Mallarmé. Il y avait donc depuis un prince des poètes, élu le plus démocratiquement du monde, puis un prince des conteurs, en la personne de James Hans, puis Anne Riner. L'absence d'un prince des penseurs se faisait cruellement sentir, à tel point que les artistes, réunis ce jour-là, formèrent un comité dit Société d'idéologie, chargé d'organiser l'élection du prince des penseurs, à savoir Jean-Pierre Brisset. Mais pour que cela ne paraisse pas truqué, il fallait évidemment d'autres candidats à opposer au septième ange. Henri Bergson, candidat sans le savoir, Anatole France, Marc Sanguier, Jean Jaurès et quelques autres. Et le 6 janvier 1913, dans la liesse générale, les résultats sont proclamés. Sur 330 votants, Jean-Pierre Brisset est élu prince des penseurs par 212 voix contre son concurrent principal, Bergson, qui en obtint 55. Aussitôt, Jules Romain adresse au nouveau prince un télégramme de félicitations de la part de la Société d'idéologie, ainsi rédigé. Oui, le mystère est accompli. Les temps sont venus et nous voyons dès aujourd'hui notre force cérébrale, notre énergie virile au triomphe de votre cas. Nous attendons votre présence réelle parmi nous, à vous en esprit et en vérité. Brisset répondit chaleureusement, et 4 mois plus tard, en avril, le prince des penseurs était accueilli à Paris, en gare de Montparnasse, avec tous les honneurs. C'était alors un petit vieillard alerte et très soigné, qui ressemblait à un sage antique et semblait tout heureux de l'intérêt qu'il suscitait, mais nullement surpris. 2 grands yeux noirs brillent sur son visage d'ascète encadré d'un collier de barbe blanche. Il fit part de son immense émotion dans un discours interrompu à chaque phrase par des « Vive Brisset! Vive Brisset !» Un copieux déjeuner bien arrosé lui est servi au restaurant de la gare Montparnasse. Et toute la presse relaya l'événement et annonça à la une dans ses colonnes « Les origines de l'homme enfin révélées! Nous descendons de la grenouille !» À la fin du repas, Marc Jacob invita le prince à chanter une chanson angevine, ce qu'il fit, non sans avoir entendu auparavant et sur sa demande chacun des convives. Il est ensuite conduit en grande pompe au Panthéon, devant le penseur de Rodin, où il put méditer longuement. Puis il est reçu rue Danton, à l'hôtel des Sociétés savantes, où Jules Romain a réservé pour lui la salle de géographie. Près de 800 auditeurs s'y bousculent, des curieux, des journalistes,
des savants, des politiques. Georges Duhamel prévient aussitôt l'auditoire. Jean-Pierre Brisset, ici présent, ce dimanche 13 avril 1913, va vous faire connaître officiellement sa découverte géniale qui lui a valu d'être élu prince des penseurs. L'homme descend de la grenouille. Aussitôt, un journaliste s'exclame furibond. Bah, d'où l'ont-ils sorti, cet Olybrius? Bah, c'est un fou. Dans la salle, les commentaires vont bon train et l'on ne s'entend plus. Jules Romain intervient alors. Chut! Un peu de silence, je vous en prie. Le prince des penseurs va parler et tout vous expliquer. Jean-Pierre Brisset, très calmement, se lève alors et, à l'appui de cette constatation, fait une description détaillée de la grenouille, notre mère à tous, devant un public ahuri. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? C'est inouï. Il est en train de nous convaincre des origines batraciennes de l'homme, s'écrie un vieux monsieur qui a tout l'air d'être un éminent professeur de la Sorbonne. Lorsqu'il révèle d'un ton grave que l'homme n'est en fait qu'une grenouille perfectionnée, l'assistance rit aux larmes. Mais enfin, pourquoi? Clame une dame. Voilà, répond le penseur, voilà une preuve péremptoire. Quand quelqu'un s'adresse à vous et que vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte, vous lui dites généralement « Quoi? 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 Quoi ?» Et vous pensez « Mais quoi qu'il dit ?» Si l'argument n'est pas solide, on doit lui reconnaître au moins le mérite d'être imprévu. Presque aussitôt, quelques endoctrinés, sans doute, lancent alors d'une voix marécageuse des couacs, couacs, retentissants. Brisset continue son exposé, et le miracle alors s'accomplit. Au bout de quelques minutes, les applaudissements fusent. L'auditoire est conquis, ça coasse de tous les côtés. On acclame le prince des poètes qui semble transporté d'aise. Quelques jours plus tard, fatigué par tant d'émotions, de discours et d'honneurs, et plein de reconnaissance, le prince repartit pour Angers, accompagné à la gare par une bande de joyeux drilles parisiens, chantant sur l'air du chant du départ. Un penseur doit vivre pour elle, un penseur doit mourir. Dans le même temps, la presse, s'apercevant enfin de la supercherie, commença à vilipender Jules Romain qui avait terni sa jeune gloire. Quelques années plus tard, le 2 septembre 1919, Jean-Pierre Brisset disparut dans la sérénité de l'ouvrage accompli. Les trompettes de l'Apocalypse avaient sonné sa renommée. Et hier encore, celui qui n'était qu'un vieux folle, un maniaque au doux délire, le père à la grenouille, devenait la fierté des Fertois. Quand il mourut, rapporte encore Jules Romain, auquel le prince des penseurs devait sa célébrité, je crus devoir me rendre à Angers pour son enterrement. Des membres de sa famille m'accueillirent avec émotion et m'assurèrent qu'ils n'avaient jamais cessé de chanter mes louanges et d'évoquer cette journée du 13 avril 1913 qui avait été la plus belle de sa vie. Dans son testament, le dernier délégataire nommé fut Jules Romain, homme de lettres, à qui il léguait une somme d'argent pour perpétrer sa mémoire.
Jules Romain décida alors, avec quelques amis, de se rassembler tous les ans, les 13 avril, autour d'un bon repas dont les frais seraient payés par cette petite somme, et de lire en son hommage quelques pensées du prince des penseurs. Ce dîner se perpétua jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et le revenu de ce legs s'étant révélé vite insuffisant, c'est Jules Romain qui réglait l'addition de sa poche. Brisset recommande aussi à ses héritiers de diffuser ses œuvres dans les régions du monde qu'elles n'avaient pas encore atteintes. Jules Romain envoya donc un gros colis de livres à destination du Groenland. Je voudrais préciser qu'en ce qui concerne le séjour de Brisset à Marseille et ses relations avec Camille Mordu, j'ai pu consulter des documents et des lettres et obtenir des renseignements du petit-fils de l'instituteur que j'ai rencontré par le plus grand des hasards en 1985, non pas au jardin zoologique, mais lors d'une exposition sur des peintres surréalistes à Paris. Comme je lui disais que je m'intéressais à la pataphysique, la science des solutions imaginaires, pour reprendre la définition de l'un de ses plus illustres disciples, Alfred Jarry, l'auteur de Ubu Roi, ainsi qu'à des gens comme Boris Vian, Raymond Queneau et Jacques Prévert, que l'on appelait alors les trois fous du langage, il me confia que son grand-père avait connu le plus excentrique de tous ces génies du langage, un certain Jean-Pierre Brisset, dont je n'avais jamais entendu parler et qui m'intéressa aussitôt. Il m'apprit que son grand-père, qui resta toute sa vie un ami fidèle de Brisset, même lorsqu'il prit conscience de sa bizarrerie, était mort à plus de 80 ans, au tout début de la Grande Guerre, et que Brisset en fut très affecté. Enfin, pour terminer, sachez, chers amis, que Jean-Pierre Brisset, fou génial ou génial mystificateur, je ne me prononcerai pas, est aujourd'hui reconnu comme un saint du calendrier pataphysique, que André Breton a beaucoup fait pour sa notoriété posthume, notamment en lui réservant une place de choix dans son anthologie de l'humour noir en 1940, que le philosophe Michel Foucault évoqua le grammairien fantastique dans son discours d'intronisation au Collège de France, où il était lu en 1970, et préfaça la première réédition de l'œuvre intégrale de Brisset. Et qu'enfin, en 2013, a été inauguré en octobre le passage Jean-Pierre Brisset, dans sa ville natale, la Ferté-Macé. Alors, qui sait, un jour peut-être, la rue Sylvabel à Marseille, où il enseigna la natation, sera-t-elle rebaptisée rue Jean-Pierre Brisset? Pourquoi pas? Je vous remercie.